Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre en direct sur notre antenne la séance de questions cribles thématiques consacrée aujourd'hui à l'hébergement d'urgence. Cette séance intervient alors que le gouvernement a présenté mardi son plan de lutte contre la pauvreté qui prévoit d'ailleurs la création de 8000 places d'hébergement supplémentaires à la fois pour les personnes sans domicile fixe mais aussi pour les demandeurs d'asile. C'est Cécile Duflot, la ministre du Logement, qui vient répondre aux questions des sénateurs. Cécile Duflot qui avait suscité la polémique par ses propos début décembre. La ministre avait en effet demandé à l'archevêché de Paris de mettre à disposition des sans-domicile ces locaux vides. Des propos qui avaient fortement agacé la communauté catholique. Tout de suite donc direction l'hémicycle pour suivre cette séance. Bon après-midi à tous. La séance est reprise. L'ordre du jour appelle les questions cribles thématiques sur l'hébergement d'urgence. Alors, je rappelle que l'auteur de la question et le ministre, pour sa réponse, disposent chacun de 2 minutes. Une réplique d'une durée d'1 minute au maximum peut être présentée soit par l'auteur de la question, soit par l'un des membres de son groupe. Je rappelle aussi que ce débat est retransmis en direct sur la chaîne Public Sénat et sur France 3, et il importe que chacun des orateurs, bien entendu, cette fois encore, respecte son temps de parole. Pour la première question, la parole est à Monsieur Alain Bertrand pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Selon le dernier baromètre du 115 dévoilé mercredi 5 décembre, la prise en charge des sans-abri s'est encore détériorée depuis 1 an. Dans les 37 départements observés, les demandes d'hébergement ont augmenté de 37% par rapport à novembre 2011. Le dispositif ne parvient donc plus à répondre aux demandes. Le taux de réponse négative atteint 78%, ce qui est extrêmement élevé. Cette tension affecte des territoires jusque-là épargnés. Plus frappant encore, l'augmentation du nombre de familles appelantes et de jeunes. Les familles représentent désormais 53% des demandes, en hausse de 60% sur une seule année. Monsieur le Premier ministre a annoncé mardi, lors de la clôture de la conférence de lutte contre la pauvreté, la création de 8000 nouvelles places d'hébergement, en plus des moyens supplémentaires accordés pour 2012 et qui seront consolidés en 2013. Le plan hivernal a été mis en œuvre de manière anticipée et accélérée, c'est bien. Vous avez aussi évoqué la possibilité de réquisitionner un certain nombre de bâtiments. La réquisition fait certes partie de la panoplie légale, mais ne nous trompons pas de cible, Madame la Ministre. La responsabilité de l'hébergement d'urgence revient avant tout, et quelles que soient les conditions, à l'État. Madame la Ministre, je vous poserai une question qui pourrait paraître décalée, mais qui ne l'est pas en ce début de grand froid, puisqu'il s'agit de l'absence forte de réponses annuelles et non pas simplement en hiver. L'hébergement d'urgence n'est pas une affaire de saison. Aujourd'hui, on est dans une gestion au thermomètre, le stop-and-go qui remet à la rue dès que les températures sont plus clémentes. Pourtant, en juillet, les demandes au 115 ont été aussi importantes qu'entre décembre et mars, mais elles ont moins abouti, du fait notamment de la fermeture des places hivernales. D'où la question du groupe RDSE et ma question, que comptez-vous faire sur la gestion annuelle, été, hiver, annuelle, les 12 mois de l'année, de l'hébergement d'urgence, Madame la Ministre. Merci. Madame Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement. Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Bertrand, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, vous pointez dans votre question, Monsieur le sénateur, 2 éléments absolument essentiels. Le premier, c'est que l'aggravation de la crise rend encore plus difficile la situation du mal-logement et a jeté, y compris des familles, ces derniers mois à la rue.
Et un deuxième élément qui est absolument essentiel, c'est que le plan hiver n'est pas un plan satisfaisant parce qu'on meurt plus à la rue en été qu'en hiver et parce que les besoins sont tout aussi criants en été qu'en hiver. Voilà pourquoi le gouvernement a décidé, et vous avez fait référence aux annonces du Premier ministre, de sortir de la logique du thermomètre, de mettre en place un dispositif pérenne d'hébergement. Pérenne veut dire aussi par l'ouverture de centres parfaitement adaptés, avec l'ouverture également de places de logements accompagnés, 8000 places supplémentaires en plus des 1000 places déjà annoncées au titre du budget 2013 pour l'hébergement, 9000 nouvelles places de logements accompagnés pour favoriser aussi l'accession au logement traditionnel et pour sortir définitivement de la logique du thermomètre. J'espère que nous mettons en œuvre pour la dernière fois le plan grand froid, c'est-à-dire l'ouverture de gymnases, de lieux pas vraiment adaptés, et que nous aurons aussi le moyen de répondre aux besoins des familles. Il y a aujourd'hui des familles qui se cachent parce que quand des enfants sont à la rue et pour maintenir le contact avec eux, les parents se cachent, donc il est parfois difficile de les identifier, mais nous avons la responsabilité de mettre en œuvre cette politique. Vous avez, avec raison, dit qu'il était de la responsabilité de l'État. Et c'est parce qu'il est de la responsabilité de l'État que pour certaines agglomérations, je pense en particulier à l'agglomération francilienne, à la région Rhône-Alpes ou à celle de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le gouvernement a décidé de pouvoir faire appel à la réquisition de bâtiments vides, justement pour assurer sa responsabilité, qui est de trouver des lieux d'accueil pour des gens qui sont aujourd'hui à la rue. Nous aurons effectivement l'occasion d'en redébattre, mais je tiens à vous dire que sur les 2 points de votre question, monsieur le sénateur, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre une politique d'hébergement différente qui s'appuie sur un principe fondamental, le droit à un toit. Merci Madame la Ministre. Je pense que notre collègue Alain Bertrand va intervenir. Monsieur le Président, juste pour dire que la réponse de Madame la Ministre me convient parfaitement et qu'elle convient à mon groupe. Une action plus annuelle, plus forte, c'est ce que nous demandons et c'est contenu manifestement dans la stratégie de Madame la Ministre et dans sa réponse. Merci. Très bien, merci. Nous pouvons passer à la deuxième question. La parole est à Madame Elisabeth Lamure pour le groupe UMP, Union pour un mouvement populaire. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous avions tous constaté, avant même l'arrivée des grands froids, que trop de personnes relevant du 115 restaient à la rue chaque soir. Et d'ailleurs, j'avais indiqué en novembre, en commission des affaires économiques, qu'à Lyon, plus de 700 personnes n'avaient pu trouver d'hébergement et passer la nuit dehors, alors que l'hiver n'était pas encore installé. Alors, cette situation dramatique est due à l'insuffisance du nombre de places disponibles au regard de la demande, certes, mais également à l'incohérence actuelle de la réglementation qui pourtant partait d'intentions louables. En effet, la loi du 5 mars 2007 instituant le DALO a introduit le principe de continuité de prise en charge entre l'urgence et l'insertion. Et la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 a introduit un droit à l'accompagnement personnalisé pour les personnes. Or, ces dispositifs ont montré leurs limites. Les contrats d'insertion par lesquels les personnes accueillies s'engageaient dans la voie de l'insertion sociale sont devenus sans effet du fait de l'absence de sanctions qui se limite à une exclusion très temporaire. Par ailleurs, cette réforme a pour conséquence de maintenir en longue durée dans les centres d'hébergement des personnes pour lesquelles aucune solution pérenne et adaptée n'existe. Et donc, ces personnes occupent les places d'urgence aux dépens de personnes à la rue en plus grande difficulté humanitaire. Par ailleurs, le principe de continuité de l'hébergement apporte une regrettable confusion entre la notion d'hébergement, qui signifie un court séjour répondant à des objectifs humanitaires, et la notion de logement qui, elle, s'inscrit dans la durée. Enfin, la confusion entre hébergement et logement s'étend aux normes de réhabilitation et de construction des centres d'hébergement d'urgence. Madame la Ministre, prévoyez-vous, dans votre plan de lutte contre l'exclusion, de réformer cette réglementation adoptée un peu trop rapidement dans un contexte qui était tendu, lié à l'occupation du canal Saint-Martin? Et de plus, Madame la Ministre, êtes-vous prête à revoir les normes de construction et de réhabilitation afin de différencier le logement de l'hébergement d'urgence qui, lui, par définition, est temporaire? Je vous remercie de votre réponse. Merci. Madame la Ministre. Madame la sénatrice, vous évoquez dans votre question plusieurs points. La question de l'insertion, la question des
améliorations à l'offre d'hébergement apportées par les lois portées par Madame Boutin et notamment par la loi Moll, qui porte à la fois sur l'obligation des collectivités locales de créer des places d'hébergement, sur la continuité de l'hébergement, sur l'humanisation de ces centres et sur leur ouverture 24 heures sur 24. Et je dois vous dire, Madame la sénatrice, que nous n'envisageons pas de revenir sur ces dispositions qui ont constitué une avancée. L'ouverture des centres toute la journée, l'obligation d'inconditionnalité de l'accueil qui permet et qui doit permettre de mettre en œuvre de manière réaliste et réelle cette nécessité d'accueillir et de mettre à l'abri dans un premier temps les sans-abri est une option qui est partagée par ce gouvernement. Vous pointez quelques difficultés, notamment celle du maintien dans des sites d'hébergement de personnes qui auraient vocation à accéder à un logement pérenne. Vous avez sur ce point parfaitement raison. La création de ces 9000 places de logements accompagnés dès l'année 2013 et de la mise en œuvre de la construction de 150 000 nouveaux logements sociaux dans le cadre du projet de ce gouvernement par an vise justement à ouvrir l'offre de logements accessibles qui permettront à des personnes ou des familles qui sont aujourd'hui, faute de mieux, en situation d'hébergement, de pouvoir être accueillies dans de bonnes conditions. Nous développerons également l'accompagnement dans le logement pour faciliter l'aide à la pratique locative, pour sécuriser les bailleurs, parfois inquiets de reloger des personnes qui ont connu des longues périodes à la rue, et nous ferons en sorte que les places d'hébergement soient réservées aux personnes qui en ont réellement besoin. Ces places d'hébergement peuvent être le fait de centres d'hébergement et de réinsertion sociale, mais aussi de plus en plus de maisons relais, qui sont des lieux d'accueil intermédiaires, qui permettent un accompagnement et qui permettent à des personnes qui étaient dans une situation de grande précarité, ce qu'on appelle les grands cassés de la vie, de retrouver un lieu d'accueil digne, mais aussi sécurisé, avec la présence d'hôtes sur le site d'accueil qui rend les choses plus faciles. Donc la politique d'hébergement du gouvernement est une politique globale qui a pour objectif final l'accès au logement. Merci, Madame le sénateur. Madame la ministre, j'apprécie que vous reconnaissiez que les mesures de l'ancien gouvernement étaient bonnes dans ce domaine, mais néanmoins, votre réponse ne me convainc pas tout à fait, car je vois qu'il y a toujours une certaine confusion entre le logement d'urgence et l'hébergement. Vous savez bien que les personnes qui restent en moyenne ou longue durée dans les centres d'hébergement d'urgence créent une sorte d'embouteillage, puisqu'elles ne libèrent pas les places pour celles qui, au contraire, sont à la rue et en auraient davantage besoin. Et puis, par ailleurs, concernant, je ne suis pas sûre que vous m'ayez répondu sur les normes concernant la construction. Il s'agit des obligations de 9 mètres carrés pour la réhabilitation et 12 mètres carrés pour les constructions nouvelles. Et là, également, cela prive les centres d'hébergement d'avoir une capacité d'accueil bien meilleure qu'ils ne le peuvent aujourd'hui. Merci. La parole est à Monsieur Yves Pozzo-di-Borgo pour le groupe Union des démocrates et indépendants, UC. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, comme d'autres l'ont rappelé avant moi, cette séance de questions cribles trouve une actualité toute particulière, notamment quand les grands froids arrivent. Actualité ensuite, grâce à cause de vous, ou grâce à vous, Madame la Ministre, car vos déclarations il y a quelques jours sur l'éventualité des réquisitions des locaux appartenant à l'Église en particulier, à Paris, ont été très mal perçues dans certains milieux. Alors, votre côté premier sautier a apporté un peu de fraîcheur à la vie politique et j'espère que cette sortie ne cachait peut-être qu'un peu l'agressivité, mais j'espère surtout que ce n'est pas du tout, que vous ne trouvez pas un bouc émissaire pour cacher votre impuissance. Actualité enfin, car il y a 2 jours se tenait la conférence nationale contre la pauvreté. Le Premier ministre n'a fait que rappeler ce qu'il avait déjà annoncé en novembre sur l'hébergement d'urgence, soit 8 000 nouvelles places, donc 4 000 pour les demandeurs d'asile. Cela paraît bien faible à côté de la véritable demande. Selon le préfet de la région d'Île-de-France, qui dépend de vos services indirectement, 40 000 nuitées sont financées chaque jour dans la région, ce qui représente 470 millions d'euros. Et cette année, il y aura 15% de plus de ces sommes-là pour 6 000 places de plus, si j'ai bien compris. C'est une somme extrêmement importante, Madame la Ministre. Et je mets cette somme-là en regard des propos du directeur général de la DOMA hier dans Le Parisien. Sa structure a engagé un plan de 1,3 milliard d'euros sur 8 ans pour mettre à disposition 20 000 chambres pour l'hébergement d'urgence. La comparaison des chiffres et des visions n'est pas positive pour l'État. Madame la Ministre, vous avez de grandes ambitions pour le logement en général. Or, j'ai l'impression qu'en matière d'hébergement d'urgence, chaque gouvernement d'ailleurs, le vôtre comme ceux qu'on se tenait précédemment, quel qu'il soit d'ailleurs, réagit au coup pour coup et le nez sur le guidon. Et qu'aucune vision à long terme n'existe réellement. Est-ce que avez-vous des projets vraiment structurels
Pensez-vous réaliser un vrai plan de construction de mise à disposition progressive d'hébergement afin d'éviter de toujours réagir dans l'urgence? Je suis élu de Paris, je sais qu'il y a des délégations de compétences au Conseil général de Paris. Ce qui m'intéresse aussi de savoir s'il y a beaucoup de délégations de compétences pour d'autres conseillers généraux. Voilà. Merci. Madame Cécile Duflot. Monsieur le sénateur, je ne sais si ma réponse va vous sembler prime sautière. Néanmoins, ce que je souhaitais vous dire de manière très claire, c'est qu'en matière d'hébergement d'urgence, comme je l'ai dit en réponse aux précédentes questions, il m'apparaît plus nécessaire d'être réfléchi et posé. Et je voudrais avoir l'occasion, dans cet hémicycle bien plus calme que d'autres, de pouvoir vous indiquer que je maintiens, comme d'ailleurs l'a fait le Premier ministre dans une interview dans un journal dimanche dernier, que la nécessité de réquisitionner des bâtiments vides vient du fait que d'aucuns n'ont pas répondu à cet appel, c'est-à-dire de mettre à disposition de l'État, dans le cadre d'un partenariat et d'une indemnité, des bâtiments qui peuvent être utilisés pour loger ceux qui en ont besoin. Nous sommes aujourd'hui en saturation totale sur certains territoires du dispositif, y compris des places hivernales. C'est-à-dire que nous n'avons plus, en Île-de-France notamment, la possibilité de louer aucune chambre d'hôtel pour accueillir des familles de manière supplémentaire. C'est pourquoi il est nécessaire que tous les mètres carrés vacants, que ce soit des bâtiments publics de l'État, d'anciennes casernes, ou des bâtiments de bureaux inutilisés, mais aussi les bâtiments des assurances, des banques, dont ils sont propriétaires. Et je rappelle, pour relever du dispositif de réquisition, il faut que ces bâtiments soient vacants à l'heure actuelle depuis plus de 2 ans. On parle, et je vous parle parfois de bâtiments vacants depuis beaucoup plus d'années que cela. Nous avons décidé de faire en sorte que tous ces bâtiments puissent être, qui sont susceptibles de réquisition, puissent l'être, sans sectarisme, sans aucune volonté primesautière, je le dis, mais avec au contraire le sens des responsabilités. Et j'aimerais que ceux qui se sont beaucoup émus de cette situation gardent une grande part d'émotion pour la situation de ceux qui ont besoin d'être logés aujourd'hui dans les mois et les semaines qui viennent. Pour vous répondre très précisément en matière de budget, les efforts consacrés par ce gouvernement sont significatifs. Et c'est justement pour sortir des efforts supplémentaires de chaque année que nous avons décidé de rebaser le budget 2013 sur le budget consommé de 2012 pour ne pas être en sous-dotation permanente comme l'a constaté la Cour des comptes, mais également de lancer un grand plan structurel de réforme de l'hébergement d'urgence pour sortir notamment de la gestion hôtelière qui est très coûteuse pour les finances publiques et aussi pour la vie des gens que nous logeons. Je pense en particulier aux enfants qui ne peuvent pas avoir accès à une scolarisation durable dans ce type d'hébergement. Merci, mon cher collègue Yves Pozzo-di-Borgo. Oui, merci Madame la Ministre de votre réponse. Vous pouvez me sauter. Merci Madame la Ministre pour votre réponse. C'est vrai que là, vous nous annoncez qu'il y a un plan structurel. J'imagine que c'est quelque chose que vous allez nous présenter prochainement au Parlement, parce que c'est quand même quelque chose d'important. C'est la réponse à la question que je vous ai posée. Et je vous en remercie. Donc j'attends de voir quel est le contenu de ce plan structurel. J'attire votre attention simplement sur les délégations que votre ministère a avec les conseils généraux. Là, vous ne m'avez pas répondu pour savoir si vous aviez beaucoup de délégations. Je sais qu'à Paris, vous avez une délégation. Et ce qui m'intéresse, c'est savoir les autres, notamment les autres conseils généraux de la région Île-de-France. Et puis en France, évidemment, puisque nous ne sommes pas uniquement sénateurs de Paris. Voilà. Alors c'est directement une. Voilà. Merci. La parole est à présent à notre collègue Claude Dillin pour le groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Madame la Ministre, lors de la conférence nationale contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, vous avez travaillé avec les associations sur la question de l'hébergement d'urgence et d'accès au logement. Les mesures prises à l'issue de cette conférence vont dans le bon sens, en particulier l'augmentation des possibilités d'hébergement d'urgence. Mais peut-être le plus important de cette conférence était le retour symbolique de la notion de solidarité, en parfaite rupture avec les condamnations inacceptables de l'assistanat qui prévalaient ces 5 dernières années. Je souhaiterais insister, Madame la Ministre, sur la localisation de ces hébergements d'urgence, car nous constatons qu'en même temps que la pauvreté augmente, elle se territorialise, entraînant certains territoires dans la spécialisation de la pauvreté et de l'exclusion. Tout en répondant aux besoins de cette population nécessaire, il ne faudrait pas que la stratégie des lieux d'implantation renforce cette fracture territoriale. On peut regretter, par exemple, que le SAMU social de Paris transporte trop souvent des personnes sans abri dans des hôtels de la Seine-Saint-Denis, dans des communes très éloignées, enclavées et déjà très paupérisées. Cette pratique entraîne évidemment une augmentation des dépenses sociales pour ces villes pauvres et où la demande sociale est déjà très importante. C'est pourquoi, Madame la Ministre, je souhaiterais savoir quelles sont les réformes structurelles que vous envisagez. Merci.
Madame la ministre. Monsieur le sénateur, vous avez raison sur la question de l'ancrage territorial et de la répartition de l'ensemble des places d'accueil, d'hébergement d'urgence, mais pas seulement, sur le logement social. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour voter une nouvelle fois cette loi qui permettra l'obligation de 25% de logement social dans toutes les communes. Mais je crois que c'est au niveau régional qu'on peut permettre d'aboutir à un vrai pilotage de la répartition des places d'hébergement. Pour vous répondre très précisément, sur l'Île-de-France, il y a un problème spécifique qui est dû au manque de places tout court, c'est-à-dire que nous emmenons aujourd'hui effectivement avec le SAMU social des personnes dans les lieux qui existent et que nous avons pu utiliser. Voilà la réalité, voilà une partie de la réponse. Il n'y a pas de volonté de répartition différente, il y a bien simplement la réponse à une nécessité, mais des moyens de pilotage supplémentaires doivent être mis en place et c'est pourquoi, dans le cadre des arbitrages rendus à l'issue de la conférence contre la pauvreté, mais surtout, vous l'avez noté, pour l'inclusion sociale, des moyens pour renforcer les SIAO seront dégagés parce que ces pilotages, cette harmonisation, ce travail en réseau des différents intervenants sur ce secteur est absolument indispensable. Il faut notamment mieux articuler les PDA-LPD et les PDA-HI qui permettront de faire en sorte justement que cette articulation entre les différentes étapes de l'hébergement du logement soit mieux gérée. Cette nouvelle articulation sera dans le projet de loi que j'aurai l'honneur de présenter et de porter devant vous au printemps. Enfin, au-delà de cette première étape, il s'agira aussi de travailler sur des diagnostics et c'est pourquoi nous avons décidé avec l'ensemble des 33 associations regroupées dans le collectif des associations unies de travailler sur un dispositif de diagnostic précis sur les territoires pour préparer le plan de sortie d'hiver et donc cette réforme structurelle de l'hébergement et pour aussi travailler sur une meilleure articulation territoriale qui sera une des priorités pour l'action de mon ministère pour l'année 2013. Merci. Monsieur Claude Villin. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour cette réponse qui m'a complètement satisfait. C'est vrai que l'hébergement d'urgence serait plus simple s'il y avait beaucoup plus de logements sociaux. Donc j'espère, Madame la Ministre, que dès lundi soir, nous verrons sur tous les bancs une vraie mobilisation pour le logement social. Merci. Merci. Je passe la parole à présent à Madame Mireille Cherche pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Année après année se pose au début des jours froids cette cruelle question: comment peut-on laisser dormir dans la rue des hommes, des femmes et des enfants ? Aujourd'hui, près de 80% de sans-abri, lorsqu'ils appellent le 115, se voient refuser, faute de place, l'accès à ce droit essentiel, reconnu comme une liberté fondamentale que celui d'avoir un toit pour dormir. Parce qu'une telle situation heurte profondément notre pacte républicain, nous avons proposé en conférence des présidents que cette problématique fasse l'objet de ces questions cribles et nous avons donc été entendus. Vous avez tenu, Madame la Ministre, la conférence nationale contre la pauvreté. Le gouvernement a pris des engagements forts pour construire 8 000 nouvelles places d'hébergement, dont 4 000 d'hébergement d'urgence. Vous vous êtes engagé à recourir à la réquisition de logements vides. Nous saluons positivement ces efforts. Le Premier ministre a annoncé mardi 50 millions supplémentaires pour l'hébergement, mais cela ne nous semble pas suffisant au regard des besoins criants, et vous le savez bien. La question financière reste donc ouverte, centrale et je dirais même ardue. D'autant qu'il faut également financer la réhabilitation des centres d'hébergement existants pour qu'ils répondent enfin aux conditions de dignité humaine. Pourquoi alors le gouvernement a-t-il refusé la création d'une taxe sur les bureaux vacants, mesure qui aurait permis de contribuer au financement de ces mesures positives ? Comme vous sans doute, Madame la Ministre, nous le regrettons. De plus, en sachant que les associations estiment à 50 000 le nombre réel d'expulsions annuelles, pourquoi ne pas prendre la décision politique d'abonder le fonds d'indemnisation des propriétaires et interdire les expulsions sans relogement pour les personnes ne pouvant se maintenir dans les lieux par leurs propres moyens ? Rien de plus simple, Madame la Ministre, il vous suffirait simplement d'inscrire à l'ordre du jour la proposition de loi que nous avons déposée en ce sens en septembre dernier. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Madame la sénatrice, je tiens, en répondant à votre question, à saluer le travail exceptionnel qui a été fait en préparation de la conférence, puisque la méthode que nous avons choisie est celle d'une association très grande de tous les acteurs,
des collectivités locales, des syndicats qui ont participé à cette conférence, mais aussi évidemment des acteurs de terrain. À ce titre, Christophe Robert et Alain Régnier m'ont rendu un rapport le 3 décembre, rapport très riche que vous devez connaître sûrement et qui justement vise à la fois à faire de l'année 2013 une année de mobilisation particulière, mais à induire une transformation en profondeur des modes d'accueil. J'ai parlé de l'hébergement, mais aussi de travailler sur la prévention des expulsions, sujet qui vous tient à cœur et je le dis, sujet qui sera parmi les réformes proposées dans le cadre de la future loi que je présenterai au printemps, sujet qui a été évoqué également par le Premier ministre, par sa volonté et son annonce de mettre en place une garantie universelle des loyers, une garantie qui permettrait justement d'identifier dès les premiers mois, voire dès le premier mois d'impayé, de sécuriser les locataires sur la suite de leur parcours, mais également de pouvoir rassurer les bailleurs et de faire en sorte de remettre sur le marché des logements qui sont aujourd'hui vacants. Les dispositions coercitives sont utiles, les dispositions incitatives et notamment de garantir les bailleurs le sont également pour pouvoir loger des personnes plus fragiles. Donc nous allons travailler sur l'ensemble de ces sujets. L'ensemble de ces questions et de ces annonces feront l'objet d'un plan qui sera annoncé précisément, un plan pluriannuel le 22 janvier, qui reprendra l'ensemble de ces éléments et qui travaillera sur l'ensemble des questions de l'hébergement, du premier hébergement, de l'accueil des personnes et des familles les plus fragiles, jusqu'au logement, jusqu'à la prévention des expulsions. Vous avez raison, c'est un moment décisif pour éviter la mise à la rue. C'est un moment essentiel sur lequel il existe des filets de sécurité, mais dont on sait qu'une grande partie des personnes ou des familles ne font pas appel aux dispositifs existants par méconnaissance, par crainte, par angoisse ou simplement par distance. Donc nous mettrons en œuvre tous les dispositifs dans le cadre de ce plan pluriannuel et plus largement dans la loi qui permettront d'anticiper ces situations et d'y répondre de manière structurelle. Ce travail se fera en lien évidemment étroit avec l'ensemble des parlementaires et donc avec vous. Merci pour la réplique. La parole est à Madame Brigitte Gontier-Morin du groupe CRC. Madame la ministre, merci pour vos précisions. Je souhaite pour ma part attirer votre attention sur une population qui nécessite, en matière d'hébergement d'urgence, un intérêt particulier, les femmes victimes de violences conjugales. C'est au terme d'un cheminement psychologique douloureux, souvent en période de crise aiguë, que ces femmes prennent la difficile décision de quitter leur conjoint violent. Aussi faut-il être en mesure de leur proposer très vite une possibilité d'hébergement. Des collectivités territoriales ont pris des initiatives en ce domaine, comme le dispositif Un toit pour elles en Seine-Saint-Denis, ou le dispositif mis en œuvre par des communes de la boucle nord des Hauts-de-Seine. Cela ne peut suffire et l'État doit y prendre sa part. Vous nous annoncez que 4000 places d'hébergement d'urgence seront créées pendant le quinquennat et que près d'un tiers d'entre elles sera réservé aux femmes victimes de violences. Bien. Permettez-moi 2 remarques. Les femmes victimes de violences, du fait notamment qu'elles sont souvent accompagnées d'enfants, constituent un public spécifique. Il faut donc imaginer une réponse d'hébergement d'urgence spécifique. En second lieu, l'hébergement d'urgence ne doit constituer qu'une solution transitoire et il est indispensable d'être en mesure de leur proposer rapidement des formes d'hébergement qui soient pérennes. Merci. La parole est à présent à Madame Aline Archimbaud pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, Madame la Ministre, le droit au logement opposable, dit DALO, a été créé par la loi du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. La procédure demande le dépôt d'un dossier auprès de la commission de médiation qui rend sa décision dans un délai de 3 ou 6 mois selon les départements et qui, lorsqu'elle considère que la demande est prioritaire et qu'un logement doit être attribué en urgence, transmet la demande au préfet. À compter de la décision de la commission de médiation, le préfet dispose d'un délai de 3 ou 6 mois, selon les départements, pour faire des propositions de logement adaptées aux besoins. Au plan national, près de 300 000 recours ont été déposés depuis le 1er janvier 2008, pour un rythme mensuel de 7 000 au premier semestre 2012, et il existe une accumulation de retard de mise en œuvre des décisions favorables qui concernent particulièrement l'Île-de-France, la PACA et l'Outre-mer. En Île-de-France, le retard cumulé est estimé à 27 500 ménages, par exemple, au 30 juin 2012. Ces retards sont très inquiétants, notamment lorsque les ménages sont sous le coup d'une décision d'expulsion. Dans ce contexte, je tiens à me féliciter de la circulaire du 26 octobre dernier qui oblige les préfets à mettre en œuvre le relogement effectif des ménages reconnus prioritaires avant
la date à laquelle leur expulsion pourrait avoir lieu et qui met en place des aides supplémentaires afin de réduire le délai de relogement des ménages ayant accumulé des dettes locatives. Madame la ministre, je souhaiterais savoir de quels moyens concrets vous allez disposer pour assurer la mise en œuvre concrète de la circulaire du 26 octobre dans tous ses aspects, y compris dans le renforcement d'une prévention et d'un accompagnement en amont des procédures d'expulsion. Et de plus, comment sera dans ce cadre et pour cette question mis en place le plan de relogement annoncé mardi? Je vous remercie. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Madame la sénatrice, vous pointez un point très important qui est la mise en œuvre d'une loi très importante, d'une loi que beaucoup ont saluée, votée très très largement, la loi qui a institué le droit au logement opposable, mais qui n'a pas mis en regard les moyens pour construire les logements sociaux qui auraient été nécessaires pour répondre à cette loi. Il y a aujourd'hui 47 000 ménages en attente, reconnus prioritaires de cette loi et en attente d'un logement. Nous avons donc, par une circulaire du 26 octobre à laquelle vous avez fait référence, fait en sorte qu'aucun de ces ménages ne puisse être expulsé sans qu'un relogement leur soit proposé. C'est une mesure attendue par beaucoup, qui semble assez logique puisque l'État est responsable du relogement et qu'il y est obligé par la loi. Il était incohérent qu'il recourt à la force publique pour faire expulser ces ménages. Cette circulaire est applicable depuis avant la trêve hivernale. Elle le sera, je tiens à le redire devant vous, après. Nous allons mobiliser l'ensemble des contingents pour pouvoir permettre le relogement de ces ménages. Le Premier ministre a annoncé un relogement prioritaire dans l'année qui vient de 15 000 familles en attente de relogement. Il sera effectif par la mobilisation de l'ensemble des contingents. Mais je tiens à dire que c'est 15 000 ménages sur 490 000 attributions dans les logements sociaux chaque année. Donc si l'ensemble des partenaires qui concourent au logement social se mobilisent, il est possible de trouver une réponse à cette situation. Néanmoins, cela nous interpelle. Le comité de suivi de la loi DALO a remis son rapport au président de la République en personne. Il a attiré son attention sur cette question et la seule réponse qui vaille est une mobilisation très importante des acteurs pour le relogement, mais surtout de ceux et celles qui participeront de la création de nouvelles offres en matière de logement. Vous connaissez nos objectifs en matière de construction neuve. Il est un chantier qui est devant nous. J'ai évoqué la garantie universelle, mais ce sera un des moyens d'y répondre avec la hausse de la taxation sur les logements vacants. C'est ces 2 à 3 millions de logements vacants aujourd'hui dans notre pays, aujourd'hui disponibles, des logements qui sont des logements épars pour lesquels, je le dis, la question n'est pas celle de la réquisition, mais au contraire de rendre les propriétaires en situation de remettre en location ces logements. Ce sera là aussi un chantier prioritaire à augmenter l'offre pour pouvoir répondre à cette demande criante. Merci Madame la sénatrice. Aline Archimbaud. Madame la ministre, je vous remercie de cette réponse, qui montre un réel engagement, un engagement important. Je me permettrai simplement d'insister sur 2 points. D'une part, dans les moyens mis en œuvre, la nécessité, me semble-t-il, de penser à tout ce qui est prévention en amont. Ça suppose bien sûr des moyens, mais je crois que ça évite aussi bien des drames et bien des moyens à déployer après. L'autre point étant évidemment l'appel à la vigilance de tous au moment de la fin de la trêve, à partir du 15 mars, pour qu'on n'ait pas à nouveau des problèmes qui s'accumulent. Je vous remercie. Je passe la parole à présent à Monsieur Pierre Charon pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la chute des températures ces derniers jours et encore ce matin pose le problème de l'hébergement d'urgence de la façon la plus impérieuse et la plus pressante. Je voudrais que vous éclaircissiez 2 interrogations qui me préoccupent en tant que sénateur de Paris et vice-président du Conseil général, mais qui m'interpellent, comme vous dites, en tant que citoyen, révolté par le sort de ceux qui affrontent quotidiennement le froid dans la rue, dont chaque hiver, certains malheureux ne se relèvent pas, il n'y a pas que l'été. Vous avez récemment évoqué la possibilité de réquisition de locaux vacants en citant maladroitement l'Église et en entretenant des doutes sur la possibilité de réquisitionner des logements privés. Madame, comment expliquer à nos compatriotes que le droit fondamental qu'est le droit de propriété risque d'être remis en cause par votre gouvernement, alors même que des organismes publics disposent de dizaines de milliers de mètres carrés vacants? À titre d'exemple, je voudrais mentionner les 20 000 mètres carrés vacants sur les 40 000 du 17 boulevard Morland qui appartient à la ville de Paris. Les exemples de ce type sont nombreux. Ce serait l'honneur de votre gouvernement et de la ville de Paris de procéder à un inventaire précis que nous n'arrivons pas, nous, à obtenir.
de ses propres locaux avant de menacer les propriétaires privés qui ont investi dans un appartement. Par ailleurs, comment expliquer à nos compatriotes les plus fragiles, vivant dans la précarité la plus totale, que leurs demandes restent sans réponse quand, dans le même temps, l'État loge dans des hôtels à 150 € la nuit des clandestins qui occupaient une cathédrale? Je fais référence à l'occupation de la basilique de Saint-Denis au mois d'août dernier. Ce relogement est une forme de prime à la délinquance. Ici, il s'agit d'ailleurs d'une double transgression de la loi, celle de séjourner illégalement sur notre territoire et d'occuper illégalement un édifice religieux. Face à cette double infraction, d'autres familles subissent, elles, une double peine. Vivre dans la rue et se voir discriminées dans l'accès au logement d'urgence pour bonne conduite. Ce constat est d'autant plus choquant que ces familles qui attendent des solutions de relogement, vivant souvent dans la plus grande détresse, refusent justement de transgresser les lois de notre République pour garder une dignité, mise à mal par leurs conditions de survie. Cette situation est grave sur le plan moral. Il ne s'agit bien entendu pas d'hiérarchiser les souffrances, mais quelle que soit la détresse des populations qui se retrouvent sur notre territoire, l'accès à l'hébergement d'urgence ne peut être facilité par la transgression souvent médiatique de la loi, au détriment des plus faibles de nos concitoyens, qui meurent toujours aujourd'hui dans la rue. Je vous remercie. Merci, Madame Cécile Duflot, ministre du Logement. Monsieur le sénateur, je ne voudrais répondre sur les éléments les plus précis de votre question et pas sur les éléments polémiques, mais justement, il m'appartient de vous dire que je n'ai entretenu aucune ambiguïté, que je ne retire évidemment rien à ce que j'ai dit, puisque la loi de 1998 vise les personnes morales, exclusivement les personnes morales pour la procédure de réquisition, mais toutes les personnes morales sans exception. Ça, c'est un premier élément. Que d'aucuns aient tenté de s'engouffrer dans cette question pour fabriquer une polémique, je le constate et je vois que c'est sur ce plan que vous tentez de continuer en disant que la réquisition risquerait de mettre en péril des gens qui quitteraient leur logement pour le week-end. Je trouve indécent, pour le coup, d'essayer de faire une polémique sur cette question. En revanche, je tiens à vous répondre très précisément. Le prix moyen par personne et par nuit d'une chambre d'hôtel en Île-de-France, c'est 15 €. C'est un budget de 5 000 € par an et par personne. Voilà le coût de l'hébergement. Ça n'est pas 150 € par nuit. Ça n'est pas 150 € par nuit, et je pense que si vous connaissiez précisément, mais je vous invite à le faire, je pense que de nombreuses associations seront tout à fait d'accord pour vous faire visiter les hôtels dans lesquels ces personnes sont accueillies. Vous conviendrez que les conditions de décence ne sont parfois pas toujours remplies. Néanmoins, je l'ai dit, nous n'avions jusqu'alors pas les moyens de faire autrement. Je pense que ce sujet, qui est un sujet qui relève de la dignité humaine, de la manière nous avons de considérer les gens qui sont nos égaux et qui aujourd'hui, hommes, femmes, enfants, vivent parfois à la rue dans des conditions qui sont absolument inacceptables, sont une question essentielle pour un pays comme le nôtre qui revendique au cœur de ses valeurs l'égalité et la fraternité et non pas la charité. Et je considère qu'il est du devoir de la République de loger de manière respectable l'ensemble de ses habitants. C'est en tout cas ce à quoi s'emploie ce gouvernement, sans esprit de polémique, mais avec une détermination qui n'a d'égal que la force de nos valeurs. Merci, monsieur Pierre Charon. Vous êtes récemment élu à Paris et vous aurez l'occasion de vérifier le prix des chambres d'hôtel. Visiblement, les Français pourront le vérifier aussi à travers la télévision. Comme le disent mes collègues aussi, c'est pas du tout 15 € la nuit, hein, c'est pas du tout ça. Je comprends votre gêne, madame. Non, mais c'est à moi de parler, ce n'est pas à vous, puisque vous ne pouvez pas intervenir. Je vous le répète, c'est l'intérêt des questions cribles. La démocratie existe au Sénat. Ma proposition est claire. Avant de faire la leçon à tout le monde, il faut balayer devant sa porte. La mairie de Paris a beaucoup de logements pour loger les 14 000 personnes qui vivent dans la précarité à Paris. Il faudrait pour ça un travail de transparence. Ce serait la moindre des choses. Madame Duflot, vous avez voté en tant que présidente du groupe au Conseil régional en février dernier l'achat d'un hôtel particulier rue Barbet-Jouy du XVIIIe siècle, 19 millions €, qui est destiné au confort des vice-présidents de la région. Et l'on l'appelle dans les couloirs avec malice le château Huchon. 1800 mètres carrés. Résultat, il est vide. La parole est à monsieur Claude Berry-Debat pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, monsieur le président. Madame la ministre, l'hébergement d'urgence est plus que jamais un devoir de solidarité nationale. Le nombre de demandeurs augmente toujours plus et concerne des personnes au profil désormais multiples. Ces personnes ont besoin d'une aide sociale et de plus en plus souvent d'un accompagnement médical.
Si j'ai voulu intervenir aujourd'hui, c'est pour rappeler une réalité. La pauvreté existe également dans les départements ruraux. Elle y se développe aussi inexorablement. En Dordogne, le taux d'occupation des 7 structures d'accueil existantes est proche de 100%. Les appels au 115 ont augmenté de 60% en 3 ans. Ils ont été multipliés par 2 dans les agglomérations de Bergerac et de Périgueux. Déjà, les créations de places prévues en 2010-2011 ne suffisent plus et l'on ne peut plus répondre à toutes les demandes à raison d'une offre qui n'est pas assez adaptée au nouveau profil des demandeurs. Alors que la situation est déjà très difficile, les crédits de fonctionnement des CHRS ont baissé de 20% en 3 ans, obligeant les collectivités à une dépense qui ne leur incombe pas. À ces difficultés s'ajoute celle propre à un territoire rural, à savoir l'étendue du département et la répartition déséquilibrée des structures d'accueil qui sont concentrées entre les 2 grandes agglomérations. Le suivi des personnes en pâtit. Malgré tout leur engagement, les acteurs sociaux n'ont pas les moyens de proposer des solutions qui dépassent justement le cadre de l'urgence. Dans le même temps, il faut donc accroître la capacité d'accueil, créer des places d'urgence polyvalentes et des places de stabilisation, mais aussi renforcer le maillage territorial au plus près des populations concernées. Dans ce contexte, alors que le Premier ministre a annoncé notamment mardi la conclusion d'un pacte de solidarité qui prévoit notamment la création de 4 000 places en faveur des sans-abri, comment l'État peut-il décliner, Madame la Ministre, son action en s'adaptant aux spécificités des territoires ruraux qui sont, je le répète, soumis eux aussi à des problématiques d'urgence et de pauvreté profonde que l'on ne peut passer sous silence. Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Monsieur le sénateur, vous avez parfaitement raison d'attirer l'attention de l'ensemble des sénateurs sur la question de la pauvreté, mais aussi donc de l'hébergement d'urgence en milieu rural. Difficulté qui est parfois plus sensible puisque du fait de l'éloignement, ces zones peuvent être plus rapidement saturées. Je pense à notamment des régions du sud-ouest où il y a aujourd'hui des difficultés d'hébergement particulières dans des petites villes qui n'en souffraient pas jusqu'alors et qu'elles ont des difficultés à gérer des flux importants qui peuvent arriver parfois ou des nombres importants quand des familles sont en situation d'extrême mal logement. Les capacités de mobilisation de places nouvelles sont aussi plus difficiles parce que les disponibilités sont moins grandes et puis ces territoires sont aussi parfois marqués par des coûts plus élevés puisque l'éloignement rend difficile la mutualisation d'un certain nombre de services. Dans ces territoires se pose également la question du réseau de transport et de l'accès au transport pour des personnes qui sont pour l'essentiel en situation d'insertion et en recherche d'un emploi. Donc il est évident que pour moi ces questions non seulement sont absolument essentielles mais doivent prendre toute leur place pour la ministre de l'égalité des territoires que je suis dans ce débat que nous allons d'ailleurs avoir dans quelques heures sur l'égalité des territoires en matière d'accès aux services publics. L'hébergement des personnes sans loger et l'attention portée aux plus pauvres en zone rurale doit être le même que celui qui peut être fait dans les zones les plus urbaines. Évidemment que parfois c'est plus diffus, donc on le voit moins, mais ça n'enlève rien à la réalité de la situation. Donc nous mettrons en œuvre un certain nombre de dispositifs qui permettront d'avoir des places gérées de façon mutualisée, mais qui pourront être ouvertes en fonction de la demande dans le cadre de cette réforme de l'hébergement qui permettra d'avoir pas seulement de gros dispositifs ouverts en hiver, mais bien une répartition de l'hébergement sur l'ensemble du territoire de manière pérenne et tout au long de l'année. Ça n'épuise pas le débat, mais croyez, monsieur le sénateur, à mon réel engagement pour répondre à la question de l'hébergement sur l'ensemble du territoire, sur les zones les plus tendues, les plus en difficulté, mais sur celles aussi où c'est moins visible, mais tout aussi indispensable. Merci. Alors, monsieur Claude Bérit-Debat pour la réplique. Oui, merci Madame la Ministre. Je vous remercie de votre réponse, mais je voudrais attirer votre attention sur ce qui me semble spécifique des territoires ruraux. Ce n'est pas tant en nombre de places que le problème se pose, mais c'est en termes qualitatifs. Je crois que dans les 2 agglomérations du département dont je suis sénateur, ce qu'on souhaite, c'est avoir des places polyvalentes. On s'aperçoit que c'est des places qui ont été créées pour des personnes seules et on est obligé aujourd'hui d'accueillir des familles. Et puis, deuxièmement, c'est de créer des places de stabilisation
parce que remettre dans un logement, je dirais, classique ou normal des familles qui sont passées par des hébergements d'urgence nécessite quelquefois un apprentissage. C'est pas aussi simple que ça. Et je voudrais appeler aussi votre attention sur les moyens à mettre en œuvre pour que cette coordination puisse se faire avec un budget de fonctionnement en hausse pour les structures qui travaillent dans ce domaine. Merci. Merci. Pour la dernière question de cette séance, je passe la parole à Madame Catherine Procaccia pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, l'hébergement d'urgence est une compétence totalement régalienne. Pourtant, la DGSC souligne que près d'un tiers des dépenses de la cohésion sociale sont prises en charge par les collectivités, 13,6% par les départements et 8,4% par les communes. Mais ceci est une moyenne nationale et certains sont plus sollicités que d'autres. Ainsi en est-il d'un département que vous connaissez bien, le Val-de-Marne, qui, malgré les 1600 lits d'accueil d'urgence et un budget qui dépasse plus de 11 millions d'euros, doit faire face à des problématiques spécifiques, comme le nombre croissant de SDF d'origine étrangère. Il dépasse de beaucoup le taux moyen de 29% de l'INSEE. Ainsi, 40% des mères isolées accueillies dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance sont issues de l'immigration africaine et en situation irrégulière, selon les déclarations du Conseil général devant l'Assemblée nationale dans un rapport de janvier 2012. Quant aux communes, elles ont, elles aussi, à leur charge, l'aide sociale, la gratuité des cantines. Madame la Ministre, malgré le poids des dépenses sociales ne peut s'accroître indéfiniment pour nos collectivités. Comment l'État compte-t-il empêcher que l'hébergement d'urgence ne fasse exploser leur budget? C'est ma première question. Je veux aussi attirer votre attention sur les 200 sans-abri du bois de Vincennes. Ils vivent dans des tentes, dans des conditions d'hygiène déplorables, dans la plus grande misère sociale, soulevant à la fois des problèmes de santé et d'insécurité. Les associations mènent un repérage géographique difficile et certains tentent de trouver des solutions au froid de l'hiver, comme l'an passé mon collègue Christian Cambon, qui a réussi à les inclure dans les hôpitaux de Saint-Maurice, dont ce n'est quand même pas la vocation. Madame la Ministre, allez-vous continuer à accepter le développement de ces campements dans le bois de Vincennes? Enfin, j'aimerais savoir pourquoi le gouvernement ne consulte pas les élus quand il prend des décisions d'hébergement d'urgence. Ainsi, à Ivry-sur-Seine, le maire n'a pas été consulté lorsque vous avez réquisitionné une ancienne maternité et un foyer SNCF pour les sans-abri. Vos prédécesseurs n'ont pas fait mieux lorsqu'ils ont installé des SDF dans le fort de Nogent. Les maires sont pourtant très attentifs à ces problématiques et j'espère qu'ils ne continueront pas à être exclus de ces processus. Merci. Madame la Ministre Cécile Duflot, Ministre du Logement. Madame la sénatrice, je vais vous répondre en 2 points. D'abord sur la situation particulière du bois de Vincennes, qui est préoccupante tant en été qu'en hiver, mais qui devient évidemment de manière très importante quand le froid devient si vif qu'il peut mettre physiquement en péril les gens qui y vivent. Aujourd'hui, les personnes qui vivent dans le bois de Vincennes sont suivies par l'État et la Ville de Paris qui cofinancent une maraude qui est gérée par Emmaüs. Cette maraude est chargée spécifiquement de l'accompagnement et du suivi des personnes qui vivent dans le bois. Le dernier point de situation au 10 décembre fait état de la présence de 118 personnes. Vous évoquez 200, c'était le chiffre des personnes cet été. On pense que sur les 180 personnes qui avaient été répertoriées le 12 novembre, 47 personnes repérées comme étant les plus fragiles et qui l'ont accepté ont été orientées notamment vers des dispositifs qui venaient de s'ouvrir. Vous avez évoqué le fort de Nogent, c'est le cas. C'est un lieu qui est apprécié par un certain nombre de SDF qui acceptent de s'y rendre alors qu'ils refusent parfois des propositions d'hébergement, et la Redoute de Gravelle. Des possibilités et des dispositifs de réorientation sont toujours en cours. Le dispositif de maraude renforcé se poursuit et nous faisons en sorte, avec les maraudes d'Emmaüs, avec l'action des services de la ville et avec le SAMU social de Paris, de suivre au plus près ces personnes. Je voudrais vous répondre sans rentrer dans les détails sur l'origine des personnes qui sont ou pas accueillies. Vous avez, il a été évoqué tout à l'heure le principe d'inconditionnalité de l'accueil. Ce principe est un principe essentiel, en particulier vis-à-vis de jeunes femmes, vous l'avez dit, qui ont des enfants qui sont pour l'essentiel dans ces foyers maternels nés sur le territoire français. Sur la question des dépenses sociales, un travail est en cours avec l'Association des départements de France. L'État est conscient du poids que cela représente dans leur budget. Je dois dire qu'en matière d'hébergement d'urgence, c'est l'État qui assume l'essentiel des dépenses nécessaires. Pour votre dernier point sur l'association des élus, il n'a pas été
réquisitionné la maternité Jean Rostand à Ivry. Elle a été ouverte dans le cadre d'un partenariat avec l'assistance publique. Pour ce qui est du foyer, de l'ancien foyer cheminot mis à disposition de la SNCF, le maire d'Ivry en a été averti puisque son adjointe en charge des questions sociales était présente au moment où je m'y suis rendue avec le président de la SNCF. Nous travaillons autant que faire se peut avec les élus, mais je dois vous dire parfois que nous faisons, indépendamment des couleurs politiques, face à quelques résistances et qu'il me semble nécessaire que l'État assume en la matière, comme vous l'avez dit, son pouvoir régalien de loger ceux et celles qui en ont besoin. Merci. Madame Procaccia. Merci Madame la Ministre. Sur le bois de Vincennes, effectivement la comptabilisation, je me réjouis qu'il n'y ait que 100 personnes, mais il y a encore plus de 110 personnes qui sont dans le bois, dans des tentes, dans des conditions qui sont sans doute pires encore que dans des squats. Et je pense que le rôle de l'État, de la Ville de Paris ou de la préfecture, je ne sais de qui, ça serait d'empêcher que les gens continuent à s'installer. Si même en ce moment il n'y a pas de camp de Rome, on a aussi eu des camps de Rome au milieu du bois, et c'est des personnes qui n'ont ni eau, qui n'ont vraiment accès à rien. Vous me parlez de l'État assume l'essentiel, mais les communes et les départements assument encore une bonne partie, et le nombre de ces personnes ne fait qu'augmenter. Quand vous nous dites les enfants nés du territoire, j'assure que dans le Val-de-Marne, et heureusement, on ne regarde pas si les enfants sont nés en France ou s'ils sont nés à l'étranger et qu'on les héberge. Donc ce n'est pas une question d'origine, mais c'est une question de coût. Merci, mes chers collègues. C'est la fin de cette séance de questions cribles. Si vous souhaitez la revoir, notre site internet publicsénat.fr. Prochain rendez-vous avec l'actualité parlementaire, c'est à 19 h avec le journal présenté ce soir par Michel Grossior. Très bonne fin de journée à tous.